Refuser, c'est la solution. Quand vous parlez à l'extérieur, par rapport à ce qui se passe au Congo, ça crée de l'émotion. Mais la question qui vient directement après 25 ans, comment vous ne pouvez pas vous organiser? Pourquoi? Comment on ne peut pas s'organiser après 25 ans? Et moi, je pense que le jour où le Congo se mettra debout et dit, vous voulez les minéraux, ça, on ne peut pas les interdire de venir acheter les minéraux. Je dis bien acheter les minéraux. On ne peut pas les interdire, puisqu'à ce moment-là, peut-être c'est la bombe atomique. Chers amis, arrêtons de faire de cette communauté internationale un parrain qui ne nous parraine pas. Le jour où nous mettrons debout, les choses vont changer. Messieurs les directeurs généraux, messieurs les secrétaires généraux académiques, chers policiers, messieurs les secrétaires administratifs, mesdames et messieurs les professeurs, distingués membres du corps académique, administratif et technique, distingués invités en vos titres et qualités, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, je vous remercie de m'inviter à prendre la parole dans cette conférence sur le viol et les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, thème central de nos actions de plaidoyer national et international pour le retour de la paix en République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac africain. Mesdames et messieurs les responsables, je tiens à vous dire combien l'initiative de votre institution m'émeut. Elle me touche d'autant plus que l'ISP Bukavu est le fils aîné de l'enseignement supérieur et universitaire dans notre province. Notre génération a toujours regardé votre institution avec admiration et respect. En matière de développement, l'ISP a fait ses preuves en formant de hauts cadres de notre pays qui rayonnent avec un grand prestige dans notre province, sur notre territoire national et même au-delà de nos frontières. C'est dire toute ma fierté d'être parmi vous pour réfléchir ensemble sur ce que pourrait être le rôle des établissements d'enseignement supérieur et universitaire dans la construction de la paix dans notre pays. Mesdames et messieurs, cette conférence a lieu au moment où les plaies béantes de notre nation saignent à nouveau dans le Nord Kivu. Comme vous le savez tous, le 29 et le 30 novembre dernier, à Kishiché et à Bambo, un massacre des civils innocents a été commis par le groupe terroriste du M23, supplétif de l'armée rwandaise. Le rapport d'enquête préliminaire publié par les Nations Unies confirme qu'au moins 131 personnes ont été tuées à l'aide d'armes à feu et armes blanches. Parmi les victimes, il y a 102 hommes, 17 femmes, 12 enfants, aux côtés de 60 personnes qui ont été enlevées et au moins 22 femmes et 5 filles violées. Et ça, c'est tout simplement le sommet de l'iceberg. Les rapports du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme renseignent par ailleurs que les éléments du M23 auraient enterré eux-mêmes les corps des victimes dans ce qui pourrait être une tentative de destruction de preuves. Nous savons que c'est une pratique courante pour ce mouvement. Avant toute chose, je vous prie de nous lever pour observer une minute de silence
et d'indignation en mémoire de nos compatriotes massacrés et exprimer notre compassion aux familles des victimes. Merci. Mesdames et messieurs, à l'heure où notre pays semble à l'origine des génocides à l'encontre de notre population, des milliers de nos frères et sœurs ont été sauvagement exécutés à Lemera, à Kasika, à Makobola, à Katogota, à Kisangani, à Kaziba, à Kanyola, Beni, Butembo. Je ne peux pas citer toutes les villes et tous les villages qui ont été concernés par ces massacres. À ce jour, plusieurs d'entre eux n'ont pour sépulture que les rapports MAPI des Nations Unies, dont les recommandations sont malheureusement restées d'être mortes depuis 11 ans. Depuis la guerre de l'AFDL en 1996, jusqu'à aujourd'hui, des centaines de villages et de villes de notre pays ont été marqués au fer rouge de sang par la folie meurtrière de nos envahisseurs. Le massacre de Kichiché et Bambou marque certes le paroxysme de l'actuelle guerre imposée à notre population, mais en rappelle d'autres. Et si nous ne faisons rien en annonce d'autres, c'est autant de raisons de nous lever tous ensemble, comme un seul homme, de nous lever contre les broyages de notre humanité et contre la manipulation des faits qui falsifient l'histoire en tenant de faire passer les pyromanes pour des sauveurs. Cette tâche de sentinelle de la mémoire est celle de chaque citoyenne congolaise et chaque citoyen congolais. Mais dans un contexte de danger pour notre nation, il est aussi et davantage celle des institutions de formation comme la vôtre. En plus de la formation scientifique dispensée à notre jeunesse pour la préparer à assurer sa responsabilité sociétale, vous tenez les rôles phares des veilleurs de conscience de notre société. Dans ce contexte de guerre, de velléités d'assujettissement de notre peuple et de balkanisation de notre pays, vous faites partie des dépositaires de notre mémoire collective en tant que peuple et nation. Vous êtes également les héros de la promesse faite à notre jeunesse et aux générations à venir de rester braves, de ne jamais courber les chines face à l'adversité, de ne jamais oublier d'où nous venons, où nous sommes aujourd'hui et vers où nous allons demain. La nature même de votre métier, la vocation d'enseignant vous confère une importante responsabilité dans la gestion et la transmission de la mémoire, car une société qui oublie ses fils et filles massacrés à cause de la cupidité des hommes n'en est pas une société. Car une société sans mémoire et sans repère, elle est vouée à la répétition des tragédies, d'échecs et des rendez-vous manqués qui ont jalonné son histoire. Une telle société n'a objectivement pas d'avenir dans le concert des nations. Et j'espère que nous ne serons pas cette société. Mesdames et messieurs, en évoquant la place fondatrice du souvenir dans la structuration et la consolidation des sociétés, il est déplorable de constater que la violence, les crimes et l'impunité soient des marqueurs importants de la mémoire de la société congolaise depuis sa jeunesse jusqu'à ces jours. Je ne reviens pas sur notre douloureuse histoire qui a façonné le monde tel qu'il est aujourd'hui, de l'esclavage à la colonisation, la dictature et les 3 décennies de guerre que nous connaissons aujourd'hui. Dans la réalité, ce n'est ni une guerre ethnique,
ni une guerre idéologique comme on le connaît ailleurs, c'est essentiellement une guerre économique. Mesdames et messieurs, l'avenir du Congo en tant que pays et nation est suspendu à cette donne. Tant que nous, Congolais, nous ne comprendrons pas que notre pays est trop riche pour être laissé en paix, tant que nous ne comprendrons pas que nous devons user de notre intelligence collective pour tirer aussi notre épingle du grand jeu qui se joue sous nos yeux, sans nous, nous resterons les dindons de la farce. Le temps est venu de nous organiser pour nous doter d'une gouvernance à la hauteur de ces enjeux mondiaux et prendre notre destin en main. Le temps est venu pour nous de comprendre que si nous avions été le perdant de l'époque esclavagiste, de l'époque coloniale et de ces 60 ans de la post-colonie, le moment est venu de nous doter des politiques et des dirigeants capables de comprendre les réalités mondiales et de placer notre pays dans une posture qui permettra à notre peuple d'être enfin bénéficiaire de ses richesses et non la victime éternelle. Déjà, la révolution numérique s'est faite avec le coltan du Congo. Demain, la révolution verte, la transition énergétique nécessitera absolument le cobalt et le lithium du Congo pour la fabrication des véhicules électriques, des vélos électriques, des éoliennes et j'en passe. Nous sommes un pays qui, depuis l'époque de l'esclavage arabe et occidental, est au cœur des révolutions technologiques et économiques mondiales. Si nous ne comprenons pas cela et renversons la vapeur pour que nous soyons également des acteurs au cœur de ces deals mondiaux, alors non seulement la guerre des pillages de nos ressources perdurera, mais également nous en resterons des victimes de massacres pour nous dépeupler, en fait de mieux exploiter les territoires, victimes de viols utilisés comme armes de guerre, enfin tout simplement d'anéantir notre peuple. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer cette introduction en rappelant que le viol utilisé comme arme de guerre, dans leur caractère massif, systématique, est une stratégie utilisée pour ceux qui veulent nous dominer, pour exterminer notre peuple en douceur. Il revient à chaque intellectuel ici présent, chaque citoyenne et chaque citoyen, chacune de nos institutions d'enseignement, d'attirer l'attention de notre jeunesse et nos compatriotes sur ces dangers. D'où notre sujet de ces jours que nous allons vous présenter et je vous remercie. La destruction du tissu social et la vie des familles, ça va de soi. Lorsque on viole une mère en présence de ses enfants, cette mère perd tout simplement sa dignité de maman en étant violée en présence de ses enfants. Nous avions vu des couples où, c'était d'ailleurs à Chabunda, où la femme était violée à la chair alors qu'ils étaient dans un service. C'était la femme d'un pasteur. Après, cette église est disparue. Nous qui sommes de Bukavu, nous savons cette stratégie. Quand on a tué l'archevêque ici, c'était pour nous dire il n'y a personne qui va échapper, nous sommes puissants, nous sommes forts, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Alors ce sont des messages qui sont très forts pour détruire les tissus sociaux et donc donner l'impression à la communauté que la communauté, en fait, toutes ses croyances religieuses, culturelles, familiales disparaissent dans cette discussion du tissu social et malheureusement, souvent, nous ne sommes pas tolérants. Lorsque ça arrive, la femme doit être chassée de sa famille. Donc nous avons le même impact qu'une guerre classique, mais ici, on n'utilise pas des armes qui coûtent cher. On utilise la violence sexuelle. La souffrance de l'autre ne dit absolument rien. À partir du moment où ça ne me concerne pas,
mais l'autre peut devenir tout ce qu'il veut, ce n'est pas mon problème. L'université a cessé d'être, en fait, c'est cet endroit où on réfléchit collectif, où on réfléchit et trouver des solutions qu'on peut imposer aux dirigeants. Aujourd'hui, tout Congolais a un prix. Tout Congolais a un prix. Je crois que la politique au Congo n'est même pas faisable, puisque avec la transhumance, avec la corruption, et tout le monde voit ce qui se passe, mais apparemment c'est comme si nous sommes dans une stratégie de survie individuelle, mais comme c'est tout le monde qui le fait, ça donne cette impression que finalement, nous avons tous un traumatisme et que nous avons une mémoire traumatique qui nous amène à une anesthésie de tout un peuple. Quand vous parlez à l'extérieur par rapport à ce qui se passe au Congo, ça crée de l'émotion. Mais la question qui vient directement après 25 ans, comment vous ne pouvez pas vous organiser? Pourquoi? Comment on ne peut pas s'organiser après 25 ans? Pour les jeunes qui sont là, il faut leur dire quand même que l'armée congolaise a été au Tchad contre le président libyen, Kadhafi. Avant ça, nous avons été en Éthiopie, c'est pour ça que nous avons des riz qui s'appellent Assoussa. Donc on n'est pas incapable de se constituer une armée, une police, un service pour protéger la population. Mais nous sommes complètement anesthésiés et aujourd'hui nous sommes en train même de recourir à l'externalisation de notre sécurité. Ce n'est pas si vous réalisez au XXIe siècle, un pays comme la République démocratique du Congo est en train d'applaudir pour que des soldats viennent d'autres pays pour faire notre sécurité. Nous ne sommes pas des handicapés, mais il y a quelque chose qui se passe dans notre mental. Et il faut absolument qu'il y ait un déclic pour pouvoir les changer. Et pour répondre, je crois qu'il y a quelqu'un plus tard, je vais répondre qui a dit comment quitter cette amnésie, cette amnésie que nous vivons. Pour quitter l'amnésie, il y a beaucoup de techniques, j'ai vu qu'il y a des psychologues ici, qu'on peut utiliser pour aider les gens à quitter cette amnésie. Mais je pense que ce qu'on appelle l'éveil patriotique, ça peut aussi commencer ici à l'ISP. C'est ce qu'on appelle aussi des révolutions. À un moment, un peuple qui était complètement endormi peut se dire ce n'est pas possible, et les autres qui étaient dans leur amnésie vont se réveiller au fur et à mesure, et lorsqu'on atteint la masse critique, eh bien, les changements arrivent. Mais pour le moment, nous sommes tous dans une situation où nous pensons qu'un Kenyan, il va venir mourir au Congo. Pourquoi? Pourquoi un parent kenyan va accepter que son fils vienne mourir au Congo, à votre avis? Je ne vois pas, il n'y a aucune raison. Le bon sens, c'est seulement. D'ailleurs, lorsqu'on a une mémoire traumatique et lorsqu'on a un psychotrauma, habituellement, on perd la logique. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, ici à Bukavu, il n'y a pas de mort naturelle. Si quelque chose t'arrive, ça doit être la faute du voisin qui est là. Tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde empoisonne tout le monde. Tout ça, ce sont des réactions qui sont liées à cette mémoire traumatique et qui ne permet pas à ce que nous puissions entrer dans la logique. Mais normalement, la mémoire traumatique, un traumatisme collectif, peut être traité par un éveil patriotique, et ça peut être peut-être quelques personnes qui mettent le feu et les autres suivent dans leur amnésie et le changement se fait. Dans notre pays, nous sommes convaincus que pour diriger ce pays, il faut que vous ayez les Américains et les Français. Vous vous trompez. Je pense qu'on a beaucoup d'exemples des pays où le peuple s'est levé et le peuple a donné l'option et la communauté internationale n'avait pas d'autre choix que de suivre.
Et moi, je pense que le jour où le Congo se mettra debout et dit, vous voulez les minerais, ça, on ne peut pas les interdire de venir acheter les minerais. Je dis bien acheter les minerais. On ne peut pas les interdire, puisqu'à ce moment-là, peut-être c'est la bombe atomique. Mais lorsqu'on leur dit, vous voulez acheter des minerais, nous voulons vous donner des minerais, mais il faut que ça soit propre. Vous gagnez et nous gagnons. Chers amis, arrêtons de faire de cette communauté internationale un parrain qui ne nous parraine pas. Le jour où nous mettrons debout, les choses vont changer. Les multinationales, il y a des multinationales qui sont dans la mafia, etc. Mais je crois que, chers amis, tout dépend de nous. Lorsque nous avons les niveaux de corruption que nous avons, lorsque nous n'avons pas de cadre juridique, qui peut commencer une affaire ici à Bukavu? Est-ce qu'à Bukavu, il y a encore des hommes d'affaires? Ils sont tous disparus. Et je pense que le plus gros problème, c'est qu'il n'y a personne qui peut faire des affaires normales au Congo à l'heure où je vous parle. Le niveau de corruption est tel que tout ce que vous pouvez essayer de faire comme affaire au Congo, vous allez tout simplement avoir 50 services de l'État qui viennent vous taxer. Et là, si vous continuez, vous perdez. Et je pense que les autres ont compris qu'il vaut mieux utiliser nos voisins qui peuvent faire cette fraude et leur apporter. Les minéraux sont blanchis par le lac Kivu, sont blanchis par nos rivières, et bien ça devient des minéraux consommables. Mais le jour où vous, la jeunesse, vous allez vous lever et dire assez c'est assez, je ne peux pas être licencié en physique et être motard, ça va changer. Mais tant que vous acceptez d'avoir une licence en chimie et tout ce que vous trouvez comme travail, vous vous plaisez de faire le motard ou je ne sais pas, un travail qui ne correspond pas à votre diplôme, c'est que vous êtes vous-même en train d'accepter le traitement que vous subissez. Refuser, c'est la solution. Nous avons la responsabilité d'écrire notre histoire, d'enseigner notre histoire, de transmettre notre histoire. C'est notre responsabilité et ça ne sera jamais la responsabilité des autres. Dans cette mémoire traumatique, nous avons la responsabilité d'encadrer la jeunesse pour que ce soit une jeunesse qui trouve des solutions aux problèmes, pas seulement du Congo, mais les problèmes du monde. Je vous remercie. Des gens qui ne peuvent plus réagir. La réaction de Mukwege, je pense, devrait nous pousser à réagir. À réagir d'abord par rapport à ce qui se passe dans notre pays. À réagir contre tous les méfaits que nous vivons tous les jours et que nous acceptons. Est-ce que Mukwege sera le seul à réagir alors que nous sommes tous? J'ai suivi les quelques questions que vous lui posez. J'étais en train de dire en secrétaire général à la République, je n'ai pas été là depuis, mais je n'ai pas l'impression qu'on lui pose des questions sur ce qu'il a dit. On lui pose des questions sur autre chose. C'est aussi une manifestation de notre anesthésie en fait. On est toujours dans autre chose par rapport à cela, là où on doit être. Et comme on n'est jamais là où on doit être, on est toujours absent dans le pouvoir combat. Parce qu'en fait, notre combat est plus simplement un combat de comment je vais manger, de comment je vais défendre ma tribu, de comment je vais me défendre. Révérons en tant que scientifique, je pense que le professeur Mokote nous a ramené à ça. Nous avons voulu, à l'esprit, reconnaître l'action, non pas d'un homme, mais d'une pensée. Une pensée qui est hostile et qui est écoutée ailleurs. Sauf que nous avons voulu, à l'amener ici, faire en sorte que cette pensée, nous puissions l'accueillir et lui dire que désormais il n'est plus seul, parce qu'il a au moins l'ISP avec lui. Au moins, et que l'ISP sera donné un
2, 3. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort.